moi, il y a peu de gens qui me voient dans le privé en train de faire le con. Et pourtant, je pense que des fois, ça vaut le coup d'œil. Là, on pense que je suis toujours droit, solide, c'est Martin. Non, je suis aussi un... Voilà, je suis rigolo. Même si je le dis comme ça, c'est pas rigolo, mais je peux l'être, je suis un peu fou. Salut, c'est Franck Moncini, c'est maintenant, on se retrouve sur Pile. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Y a-t-il un rôle que tu as refusé que tu regrettes maintenant? Non. J'aurais bien aimé, ça doit être une situation... tu vois, ça veut dire que quand même tu as eu accès à un casting, je sais pas, ça aurait pu être quoi? Ça aurait pu être Intouchable. J'aurais adoré dire j'ai refusé Intouchable. Mais non, ça m'est pas arrivé. Quelle est la mode que tu n'as jamais pu comprendre? Moi, la vérité, je suis assez tolérant avec les modes. Je peux être sûr de ne jamais épouser cette mode, mais je n'ai pas à la comprendre ou à pas la comprendre quand je vois des gens qui sont dans des modes. Allez, on va y aller sur les gothiques, par exemple. Je me dis, mais franchement, puis il y en a, ils assument tellement que moi, ça ne m'irait pas, mais eux, ça leur va, et puis ça leur va le temps que ça leur va. Donc moi, les modes, je suis complètement en accord. Et justement, j'aime bien que les gens puissent se distinguer par le vêtement. Donc si ça passe par un effet de mode et qu'ils assument et qu'ils sont bien au moment où ils portent des fringues un peu bizarres, mais qu'eux, ils se trouvent stylés avec, moi, je suis OK, quoi. Quel est le rôle que tu as détesté jouer? Non, aucun. Ils m'ont tous apporté, ils m'ont tous appris, ils m'ont tous fait connaître d'autres gens, ils m'ont tous amené au rôle suivant. Il y en a pas un qui m'a laissé un mauvais souvenir. J'ai peut-être un souvenir de tournage où il a fallu que je mange des hamburgers. Et là, c'est peut-être la première fois que je mangeais à l'écran. Et le premier, je l'ai kiffé. Sauf que j'avais pas bien compris qu'il fallait que je le mange 20 fois, quoi. Donc c'est pas un rôle, c'est un accessoire que j'ai détesté manger, quoi. As-tu déjà ghosté quelqu'un? C'est compliqué parce que des fois on est abordé sur les réseaux pas de la manière la plus délicate et parfois avec beaucoup d'insistance parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse ne pas leur répondre. Il faut savoir que les demandes, les nécessités d'interaction pour les gens sont comme un millefeuille, sauf que le millefeuille, si on prenait le temps de répondre à tout le monde, ça devient un boulot. Il faudrait embaucher des gens à plein temps pour répondre, parce que pour une quotidienne, ça démultiplie le nombre de gens qui veulent communiquer avec vous. Et j'avoue que parfois, moi, les gens qui s'énervent trop vite ou qui me demandent des comptes, ceux-là, ouais, je les ghost. C'est moche. C'est parti pour les questions entêtées. Tu incarnes Martin Constant, commandant de police à 7, un personnage central dans les intrigues policières de Demain nous appartient. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce rôle et comment t'es-tu retrouvé au casting? Il faut savoir qu'au casting, j'avais été envisagé sur le rôle de Karim, donc le rôle de Samy Garabi. Et j'étais arrivé en avance à tel point que j'avais entendu Samy passer ses essais. Avec succès, puisque c'est lui qui a eu le rôle. Et c'était très drôle parce que les castings qu'il recevait étaient morts de rire. Et quand tu es en avance et que tu entends le client d'avant qui fait rire son auditoire, c'est très perturbant. Donc après, j'ai fini sur Martin Constant et ça me va très bien. Et ce qui me plaît le plus dans ce rôle, c'est une personnalité qu'a Martin, et qui forcément me compose, mais ce sont des traits de caractère auxquels je n'ai pas à faire dans la vie. Mais Martin m'a permis de réveiller en moi une certaine forme de droiture, de solidité, d'autorité qui m'a posé, qui m'a fait du bien. Donc merci Martin, et puis à Martin, j'ai amené un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus d'humour, un petit peu plus de fun. Il en avait besoin. On s'aime beaucoup, lui et moi. Y a-t-il une intrigue ou une scène dans la série qui t'a particulièrement marqué et pourquoi? C'est la scène où je meurs. On ne meurt pas souvent quand même, hein, surtout que je suis revenu. Donc, la scène où je me fais noyer, d'abord je prends une balle, après je me fais noyer dans un fût d'atrazine. La vanne, c'était et Martin fut. D'ailleurs, c'est très drôle. Et ça, c'est une punchline du gars qui m'a tué dans la série. Donc, c'est forcément une séquence suite à laquelle j'ai dû dire au revoir parce que pas sûr que je revienne. Enfin, a priori, je revenais pas, mais il a fallu dire au revoir aux copains, il a fallu dire au revoir au projet. C'était marquant et
Et donc c'est marrant comme la vie est faite et comme les scénarios sont adaptables. Si tu avais la possibilité d'écrire une scène pour ton personnage, que lui ferais-tu vivre? Et plus largement, quelle évolution aimerais-tu voir pour lui dans la suite de la série? J'aimerais bien écrire une scène à la Monty Python, j'aimerais bien faire vivre de l'absurde. En tout cas, ce serait de la comédie, ce serait de l'humour. Il y a un moment donné, alors ça c'était pas drôle, mais Martin avait été drogué à son insu et de jouer sous stupéfiant. C'était vachement intéressant, mais là pour le coup, pourquoi pas un Martin complètement pété parce qu'il n'a pas bu le bon verre, j'en sais rien. Ça me ferait marrer parce que ils sont assez clients, et on ne me l'écrit pas souvent parce que je suis quand même là pour tenir le commissariat, mais ils sont assez clients des touches d'humour que Martin peut avoir. Martin, il aborde souvent l'autodérision. Dans le sens où il peut faire preuve de mauvaise foi, ça me fait beaucoup rire d'avoir un peu mauvaise foi dans le scénar. Donc ce serait de l'humour. Et quelle évolution? Je sais pas, mais moi tout ce qui est de l'ordre du off, de la famille, du couple, du perso, du passé, ça c'est des choses on n'a pas le temps de tout développer, donc je suis surtout flic, mais son évolution je la verrais bien dans un peu plus de off. Parmi tes partenaires de Demain nous appartient, ça commence très très mal, il va falloir que je fasse des choix, j'ai pas lu la suite de la question. Avec qui as-tu tissé les liens les plus forts en dehors des plateaux et quel comédien t'impressionne le plus sur le tournage et pourquoi? On va embarquer tout le commissariat d'un coup. Ça c'est mes petits poulets, c'est mes petits cupcakes, c'est ma team, c'est des gens que j'aurais fréquentés. Pour les plus anciens, depuis 8 ans, ce sont des gens que j'ai vus plus que ma famille. Ce sont des gens avec qui j'ai tissé des liens, qui me connaissent très très bien, que je connais bien. On s'est vu évoluer. Il y a 8 ans, il y en a, ils étaient pas mariés, ils n'étaient pas papas. DNA, ça apporte aussi cette vie. Et on ne fait pas que travailler ensemble sur DNA, on vit ensemble. Parce qu'on se voit avant, on se voit après, on a besoin de répéter, on a besoin de se décompresser, on est loin de chez nous, donc on a besoin les uns des autres et on se soutient beaucoup, donc tous les gens du commissariat. Mais pour le coup, le premier avec lequel j'ai travaillé et voilà, qui m'a accueilli, 4 jours après, mais il m'a accueilli, c'était Samy. C'était mon Samy, en plus on est de la même banlieue du 91, donc on s'est vite trouvés. Et pour le comédien qui m'impressionne le plus, là j'ai quand même, j'en ai deux là, j'aime beaucoup Luce Mouchel et Charlie Noon, parce que ce sont deux comédiennes, tout le temps ça met dans le mille, ça met dans le mille, ça met dans le mille. Je les adore, j'adore les voir jouer, j'adore les voir vivre. C'est des personnalités très touchantes, pleines d'humour. Et Luce, c'est une grande actrice de théâtre. C'est une femme qui avait ses habitudes à l'Odéon quand même, qu'on a retrouvée sur une quotidienne, donc c'est une vraie plus-value pour la série. C'est voilà, une personne avec un bagage théâtral qui est quand même conséquent et qui nous a tous beaucoup touchés. Je me souviens d'une scène où elle perdait son compagnon, Pierre Denis, un personnage de la série phare qui nous a quittés. C'était du cinéma. Il paraît que les tournages à 7 sont très intenses, je peux déjà dire oui. Ça c'est vrai, ça c'est sûr. Quelle est ta routine pour tenir le rythme, surtout quand tu dois jongler entre Paris, la musique, le sport et le plateau? Dans tout ce qui a été évoqué, Paris, la musique, le sport, le plateau, j'ai besoin de tout ça. C'est pas que les uns m'éloignent des autres, c'est que j'ai besoin de l'ensemble pour que le tout ait une cohérence. C'est-à-dire que Paris, c'est ma base, la musique, c'est mon aération, le sport, c'est mon hygiène physique, et le plateau, c'est le plaisir de la pratique. Donc, il faut se dire que on ne sait pas à quoi s'attendre quand on rentre sur une quotidienne. Ça n'est ni du cinéma, ça n'est ni de la télé, c'est un exercice particulier, surtout pour les rôles les plus réclamés, demandés, sur lesquels on écrit le plus. Il n'y a pas, il faut avoir une hygiène sportive. J'entends par là qu'on choisit ses moments de distraction, on choisit les moments festifs, on choisit les moments de grosse bouffe, on en a besoin. Mais il faut vraiment savoir où les poser parce que ça coûte cher. Ça coûte cher au plateau. Le plateau, c'est parfois 1 heure avant, 1 heure après, 8 heures de taf. Donc on est parti sur une journée à 10 heures. Il n'y a pas une séquence à solder, il n'y a pas une séquence à brader. À la fin, c'est quand même 3,4 millions de personnes qui nous voient à la télé. Donc il n'y a pas de dire ouais, je vais être frais le matin et l'après-midi, comme des fois on peut être dans la vie, on est un peu claqué. Il n'y a pas. À la dernière séquence, tu dois avoir la même fraîcheur que celle du matin, donc il faut bien dormir, il faut bien manger. Et puis, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre son énergie au mauvais endroit. Je pense qu'il faut apprendre à être sage avec son stress, son impatience, sa frustration.
Tout ça, c'est des trucs assez énergivores qu'il faut apprendre à cadrer pour survivre. Et tout le monde n'en est pas capable. La notoriété, c'est parfois à double tranchant. Comment gères-tu l'attention des fans au quotidien, notamment lors de tes déplacements à set? Y a-t-il des moments où cette exposition devient pesante? L'attention des fans au quotidien, c'est quelque chose qui ne doit pas devenir, mais c'est quelque chose qui devient quotidien, auquel on s'habitue. Faut garder à l'esprit que c'est un cadeau, c'est un gros ego boost, on va pas se mentir. Ça fait du bien, c'est un peu une forme de salaire, parce que des gens nous écrivent parfois des choses très personnelles, très intimes, qui sont même de l'ordre de la guérison. Encore récemment, quelqu'un qui m'a dit « je me suis raccroché à votre personnage parce que je ne sais pas expliquer pourquoi, mais ça me faisait du bien, ça m'a recadré, ça m'a sorti des problèmes, bref ». Donc c'est un privilège de cultiver une notoriété par le biais d'une quotidienne, parce que c'est quelque chose qui est tout le temps renouvelé. J'ai pas eu de bas de notoriété depuis le début de DNA. Au cinéma, on peut péter sur un film et après disparaître pendant 3 ans. La quotidienne, c'est tout le temps. Et les fans, c'est comme en politique, on veut qu'ils soient au rendez-vous pour une diffusion. Donc on ne va pas les lâcher quand il n'y a pas de diffusion, on a une forme de responsabilité. On veut appeler les gens aux urnes et puis après on veut qu'ils ferment leur gueule pendant 5 ans. Ça ne marche pas comme ça pour moi, quoi. Donc j'essaye d'être courtois, poli, respectueux, dans une certaine mesure, d'être présent sur les réseaux pour eux, mais je ne réponds pas aux gens parce qu'encore une fois, c'est des centaines de personnes par jour. Donc si tu le fais pour un, tu le fais pour tous. Donc il vaut mieux le faire pour personne. Mais ils savent que je suis là, je m'arrête le plus possible, je fais des photos le plus possible. Et là où ça peut être pesant, effectivement, c'est que quand on se retrouve en famille, ou avec ses enfants, ou à des moments qui sont inadéquats, il y a des gens qui sont carrément intrusifs et ils te poussent ton gamin, ils te poussent ton compagnon, ta compagne, ils abusent, ils s'incrustent dans une discussion, ils te coupent la parole, ils te volent des photos, même si au préalable, tu as dit non. Bon, ça c'est le mauvais côté de la chose, quoi. Mais avec Martin, ils font quand même gaffe. Ça doit être le côté commandant, il m'approche quand même avec beaucoup de douceur. Dans la série, ton personnage a eu plusieurs relations amoureuses. Peux-tu nous parler des couples que tu as formés à l'écran, notamment avec Chloé Delcourt, incarnée par Ingrid Chauvin, et Raphaël Perrault, joué par Jennifer Loret? Et en dehors des plateaux, quelle est ta relation avec elle? J'ai tout d'abord commencé même avec Maud Baker. C'était ma première relation. Elle n'a pas duré longtemps et effectivement, on a vite formé un couple avec sa sœur, Chloé, Ingrid Chauvin. Et Ingrid, il faut savoir que ce qu'elle paraît être, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire que ça a été une formidable capitaine qui a donné le là et le ton à cette série en termes de professionnalisme, de ponctualité, d'homogénéité d'humeur. C'est quelqu'un qui sait son texte, quelqu'un qui reste sobre et qui a aussi ses problèmes, qui a traversé aussi des choses difficiles et qui les a jamais ramenés au plateau. Je veux dire, c'est une leçon de travailler avec quelqu'un comme ça, c'est se faire apprendre le métier. Et même si on a 25 ans de métier, quand on tourne avec Ingrid, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup à vivre, beaucoup à apprendre. Donc Ingrid, c'est resté quelqu'un après, en dehors, avec laquelle ça se passe toujours bien, on s'est bien connus, donc on a toujours des rapports fraternels. On se parle assez facilement de choses profondes, il n'y a pas de souci, c'est un amour. Et Raphaël Perrault, c'est ma partenaire d'amour, c'est la fluidité, c'est la facilité, c'est la spontanéité, c'est quelqu'un qui travaille depuis qu'elle a 7 ans. Donc autant vous dire qu'elle connaît son métier et c'est quelqu'un à laquelle je peux me raccrocher, mais elle a l'humilité parfois de se raccrocher à moi. On se sent en fonction du jour et des difficultés de plateau, on se refile le bébé de celui qui a le lead énergétique, mais on ne se laisse jamais tomber, on est très à l'écoute, on n'arrête pas de déconner, on se sort des conneries, on se met à l'aise, parfois on se tempère, parfois on se calme, parfois on se tire. Et il n'y a jamais de mauvais moment avec Jennifer Loret, je la souhaite à tout le monde. Voilà, si un jour je vous la refile, mais je la garde pour l'instant. Tu partages ta vie avec la comédienne Magali Genoux, avec qui tu as collaboré sur plusieurs projets artistiques. Est-ce facile de concilier vie privée et projets communs? Et quand on vous voit en couple à l'écran dans DNA, est-ce que ça suscite parfois une petite pointe de jalousie de sa part? Jamais. Direct. Mais on a collaboré sur plusieurs projets artistiques et en tout cas, avec Magali, c'est un vrai duo professionnel qui a tout le temps fait ses preuves.
Effectivement, il y a le couple. Le couple est une entité, mais il y a aussi, le couple peut avoir à deux une entité artistique. Et ça a été le cas pour une écriture de pièces de théâtre, pour un projet pour lequel on a eu le Grand Prix international du mobile film. On a écrit des choses et non, c'est concilier vie privée et projet commun, ça n'est pas difficile. Par contre, concilier vie privée et projet professionnel, c'est une autre histoire. Elle a sa vie professionnelle, j'ai ma vie professionnelle. Et là, pour le coup, surtout quand on travaille dans une quotidienne à l'autre bout de la France, non, l'éloignement familial, c'est un vrai problème. Il faut, je ne dis pas qu'il faut en parler, il faut faire un sujet de société, mais c'est un sacrifice d'être artiste. Parce que si on n'est pas à la télé, on est au théâtre, au cinéma. Au cinéma, on peut partir 3-4 mois dans un pays étranger. Au théâtre, on peut être aussi absent que dans une quotidienne et faire des tournées. Moi, à l'époque, j'avais fait une tournée avec Galabru. Ça m'avait pris 9 mois de ma vie, 185 dates. J'étais parti tout le temps. Et quand tu es seul, c'est bien. Quand tu es en couple, ouais, non, c'est compliqué parce que c'est pas parce qu'on se retrouve qu'on se reconnecte. C'est une vraie gestion, voilà, c'est un vrai truc que les gens ne savent pas, n'ont pas forcément à savoir. Mais non, c'est pas évident. Et jalousie, non, ça marche pas. La jalousie, elle a rien à faire là. Les gens, c'est marrant parce que quand ils s'imaginent qu'on fait des baisers, ils s'imaginent que c'est une relation. Et un journaliste qui m'avait dit, c'est quoi la différence entre un baiser de cinéma et un baiser de la vie? Et ça me semblait absurde de poser cette question parce qu'un baiser de la vie, c'est un baiser avec des sentiments. Un baiser de comédien, c'est embrasser sa main, on donne juste le change avec une sorte d'émotion qu'on recrée pour faire croire qu'on est très attaché à l'autre. Mais l'alchimie, elle ne s'opère pas parce qu'on embrasse. On fait des câlins beaucoup plus ambigus à des amis dans la vie, quoi. Donc la jalousie n'a pas sa place. Tu as mis Demain nous appartient en pause en 2023 pour te consacrer à ton projet musical Mancini. Est-ce que tu as hésité à revenir dans la série? Comment arrives-tu aujourd'hui à concilier les deux passions? Et depuis quand la musique fait-elle partie de ta vie? La musique fait partie de ma vie depuis toujours. Famille mélomane, on est 4 frères et sœurs, 2 parents, ça fait 6 sources de musique différentes. En plus, ils sont de générations différentes, donc j'ai vraiment biberonné un spectre hyper large. Et moi, la musique, avant, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas les réseaux, il y avait les disques et la radio. Donc, c'est vraiment ce qui nous ambiançait. Je ne veux pas dire j'ai 100 ans, mais le téléphone et le scroll, c'est hyper récent en vrai. Avant, c'était la musique dans la voiture, c'était la musique dans le Walkman. Donc, moi, ce qui m'habite depuis longtemps, c'est pas une révélation, c'est juste qu'en tant qu'artiste, on cherche plusieurs moyens d'expression différentes. Ça peut être l'écriture, j'ai testé, ça peut être le doublage, le jeu, l'acting, par le théâtre, par la télé, par le chant. Et le chant, ce qui m'a branché, c'est que c'était le dernier rempart, celui qu'il me fallait traverser pour m'offrir le plus à nu possible. On peut se cacher derrière un personnage, on ne peut pas se cacher derrière la voix qui sort, derrière le son qui sort, c'est de l'intime, c'est de l'ordre de l'intime. Quand on s'engage en plus en ayant la chance d'interpréter ces textes, on ne peut pas être plus à poil qu'en chantant. Et je pense que quand on aborde le chant, comme je suis en train de le vivre, il y aura un avant et il y aura un après pour le jeu. Je serai probablement plus le même comédien après avoir réussi ma reconversion dans le chant. C'est vraiment quelque chose qui me faisait très peur et c'est là où j'ai peur que c'est là où je vais, justement. C'est souvent dans les zones d'inconfort que je progresse. La pause, oui, j'ai pris du temps parce qu'il fallait démarrer la dynamique. J'ai pas hésité une seconde à revenir dans la série parce que les deux sont très conciliables, qu'aujourd'hui on peut travailler à distance, on peut faire des visios, on peut trouver des studios dans toutes les villes pour enregistrer. Et la musique me permet de m'aérer de DNA. Dans la musique, j'ai retrouvé de la peur, j'ai retrouvé de l'apprentissage, une nouveauté, je me retrouvais comme un gamin, alors que dans DNA, parfois, si les scènes sont plutôt de l'ordre de l'informatif ou que ça ne nécessite que d'avoir une bonne mémoire, on y va un peu les yeux fermés, on y va même un peu trop confortable. C'est assez dangereux à mon sens, mais bon, des fois, ça fait un peu de repos. Et la musique me permet de me réveiller, de revibrer et de revenir plus frais dans la série. Ton single « Tant que j'avance » s'est hissé dans les 50 Summer Hits 2024 sur Spotify. Tu travailles aussi sur d'autres titres inédits. Est-ce qu'un album complet se profile à l'horizon et comment tu définirais ton univers musical aujourd'hui ?
Je le définis au coup par coup, titre après titre, et en fonction des retours du public et des gens qui m'entourent. Ce que je sais, c'est que j'aimerais à terme être, en toute modestie, mais être une fusion entre Brel et Jay-Z. J'aime bien les sons de bagnole, j'aime bien quand ça fait bouger la nuque, j'aime bien quand on fait ça, mais avec du texte. Je mise beaucoup sur le texte. Je mise les textes, c'est ça, c'est que, en plus, j'ai la force d'être un interprète, donc je peux rentrer dans mes paroles. Donc, moi, avoir des textes à mon service, je suis un conteur. Je suis un conteur, mais avec des sons sympas. Mais dans les titres que je prépare, il y a un piano-voix qui est beaucoup plus intime, qui va me dévoiler dans mon intimité d'enfant. Et ça, c'est pas forcément un son urbain. Donc là où on va pas m'attendre, c'est qu'on va se dire, ah bah ouais, ça peut être aussi ça, mais du coup, c'est quoi Mancini? Bah Mancini, c'est une mosaïque. On prend des petits morceaux de toi, de moments de vie différents, on les assemble et le tout donne une image. Et je crois pas que j'ai envie de dire que je fais un style particulier, j'ai envie d'aller là où mon cœur me dit d'aller, en fonction de mes rencontres. Des gens qui me suivent aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent à moi, je ne suis pas que volontaire, il y a des gens qui sont volontaires pour venir à moi et que j'écoute. Donc tout ça, ça me fait évoluer, c'est exponentiel en plus. Va savoir, demain je vais faire un tube électro, je vais m'éclater, je sais pas, et puis c'est ça que j'aime. Moins j'ai de stratégie, moins j'ai d'attente, plus ça marche. C'est un délire. Et je travaille sur d'autres titres, j'en ai 3 à venir, 3 d'un coup là qui sont prêts. 3 titres complètement différents, j'en ai un qui va probablement être une sorte d'hymne. Je sais pas, je vois bien le truc dans les... J'adorerais que le refrain, vous l'écouterez, que le refrain soit dans un générique d'émission. Je suis sûr que ça peut être un générique d'émission. Une sorte de mantra feel good, j'adore. Et l'autre, il y a le piano-voix. Et puis le troisième, je l'ai composé avec un DJ électro marseillais de la scène underground. Un ovni, il m'a pondu une compo hyper stylée, complètement en dehors de ce que je fais d'habitude. Et moi, j'ai posé un texte dessus. Je l'adore. Peut-être ça plaira pas, moi j'aime. En tout cas, je kiffe. Et puis voilà, tant que j'avance, c'est le titre qui marche le plus. Et c'est le premier titre pour lequel j'ai été co-auteur, où j'ai osé poser mes propres paroles. Donc c'est un titre qui compte beaucoup pour moi. Tu te lances dans une première tournée intimiste avec des dates annoncées en Belgique et en France. Comment vis-tu cette nouvelle aventure? Qu'est-ce que ça implique une nouvelle fois de mettre ta carrière d'acteur entre parenthèses? Je ne mets rien en parenthèse, je fais tout en même temps. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la fusion des genres qui fait l'artiste dans sa globalité, dans sa singularité. C'est parce qu'il y a la musique que je suis comme ça à l'écran. C'est parce que je suis comme ça à l'écran que je vais avoir cette forme d'écriture. Tout est lié. Il n'y a qu'un seul fil rouge. Il n'y a rien à mettre en parenthèse, il n'y a rien à bouder. Tout intègre tout, ça n'est qu'un tout ça. Et justement, j'en profite parce qu'il faut bien faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas à dissocier les choses parce que ce qui nous compose va aller dans plusieurs ateliers. Et il n'y a pas à être différentes personnes, ça n'est qu'une personne en fonction des passions qui nous appellent. Donc foncez vers vos passions sans avoir besoin de légitimité, sans avoir besoin de validation et sans attendre surtout que ce soit parfait. Justement, c'est le chemin qui est le but. Ce n'est pas le résultat, on s'en fout du résultat, c'est ce qu'on met en œuvre pour y parvenir. Et comme disait Ian Kellen, le Seigneur des Anneaux, Gandalf, il disait « Faites l'expérience du devenir ». Tout est dit. Et les dates annoncées en Belgique, alors j'en ai une effectivement à Verviers dans 2 jours, gla. Et je retourne au Festival de Montbartier le 20 septembre qui est à Montbartier, donc à côté de Toulouse. Et là j'aborde la scène et je continue de faire l'expérience du shoot direct avec un public. Pour le coup, en Belgique, il est là pour moi, mais à Toulouse, il n'est pas là pour moi. Donc, c'est des coplateaux d'artistes émergents et proposer des morceaux à des gens qui ne sont pas là pour écouter tes morceaux, c'est quelque chose. Mais c'est bien, ça endurcit, ça fait la corne et puis ça me fait de plus en plus me dire que je ne suis pas au mauvais endroit parce que je prends un sacré kiff à monter sur scène. C'est la dernière. Je vous la laisse lire avant moi.
Tu as évoqué l'envie d'explorer des rôles plus complexes, peut-être plus sombres, à contre-emploi. Est-ce que tu es à la recherche de projets qui te sortent totalement de l'image de Martin Constant? Et plus largement, à quoi doit-on s'attendre de toi dans les mois à venir? Les mois, c'est trop court. Dans les années à venir, plutôt. Bien sûr, les gens aimeraient que je vieillisse dans DNA. C'est la vérité. Ils ne veulent pas que je parte. Comprenez-moi que 8 ans, c'est une première et c'est probablement une dernière parce que si un jour, ou parce que la série s'arrête, ou parce que j'arrête pour X raisons, ça ne se fait plus, je pense pas refaire l'expérience d'une décennie dans un projet. C'est déjà de toute façon extrêmement rare. Et est-ce que j'en aurais envie? J'en ai éprouvé les complexités. Il y a eu des prix à payer. Je parlais tout à l'heure de l'éloignement familial. C'est quand même des choses. Il y a des choses que je n'aurais pas envie de reproduire. Et traverser le personnage de Martin Constant pendant 8 ans, c'est quelque chose. J'aurais éprouvé ça et peu d'acteurs peuvent le comprendre. C'est assez génial, c'est-à-dire enfiler un costume et être tout de suite dans un mood, être tout de suite dans un personnage, c'est assez jouissif parce qu'on devient libre de ce personnage, donc on devient libre et créateur. On se permet. On a fait fi de toutes les difficultés du départ, on est à l'aise. Donc c'est ça que ça amène la liberté dans la pratique. Mais il faut que je fasse oublier Martin. Il faut que j'aille proposer d'autres palettes de moi que les gens doivent découvrir. Et puis moi, c'est nécessaire, c'est le métier que j'ai choisi, c'est la diversité, c'est l'exploration de mes tiroirs émotionnels et l'offrande de ce que je suis, si jamais ça peut inspirer. Et même d'aller, c'est de l'art-thérapie, les métiers artistiques, c'est-à-dire qu'on va se soigner, on va vider des tiroirs, on va explorer des facettes pas jolies, ou des endroits... moi, il y a peu de gens qui me voient dans le privé en train de faire le con, et pourtant, je pense que des fois, ça vaut le coup d'œil. Là, on pense que je suis toujours droit, solide, c'est Martin, c'est... Non, je suis aussi un... Voilà, je suis rigolo, même si je le dis comme ça, c'est pas rigolo, mais je peux l'être, je suis un peu fou. Et ça, j'ai envie de l'offrir aux gens. Voilà, j'adorerais participer, je disais tout à l'heure, à une comédie légère, des contre-emplois, ou faire vraiment pour le coup des sacrés méchants. Ça me botterait bien. Voilà, je me refuse rien. Et dans les années à venir, j'espère qu'on pourra toujours parler de musique. Et je pense que je vais retourner aussi à l'écriture théâtrale parce qu'il y a quelque chose qui a bourgeonné. Et je pense que je vais retourner au cinéma. Voilà.